Le commandant de compagnie, dans ses instructions, nous avait bien spécifié de ne jamais quitter le poste de garde, même pour les repas. Comme il y avait entente avec le restaurant du village, il était de mon devoir, à l'heure des repas, de désigner un homme chargé de se rendre seul au restaurant et apporter la nourriture à tout le corps de garde. Depuis plus d'1 an que j'étais militaire, j'avais appris un proverbe. Ordre, contre-ordre, égale désordre. J'allais en faire l'expérience. Le restaurant refusait de prêter des plats pour transporter la nourriture. Était-ce un manque de précision de la part de nos officiers? De toute évidence, j'avais une urgente décision à prendre. On est coincé. La seule chose à faire, les gars, c'est de prendre vos gamelles et aller chercher la marchandise avec, par groupe de 2. Parce que vous avez tous entendu ce que Soki a dit. Interdiction de quitter le local de garde, même pour manger. La réaction fut instantanée et générale. « Eh oh, ça va pas, non? Puis on va devoir faire la vaisselle et laver nos gamelles à chaque fois qu'on a bouffé? Non. On dira qu'ils voulaient pas nous laisser sortir la bouffe du café et du restaurant et on devait aller manger là-bas, c'est tout. » Que faire devant cette unanimité? De plus, il me semblait que leur idée était déjà toute faite. Je ne pouvais que me plier et m'organiser de façon que s'il arrivait un officier pour contrôler la garde, on ne soit pas pris au piège. Ce problème étant résolu en partie, un second m'attendait et pas des moindres. La rumeur courait que les filles fribourgeoises étaient réputées pour avoir un tempérament plutôt chaud. En tant que coureur cycliste, j'avoue ne pas avoir eu l'occasion et surtout le temps libre pour vérifier si cette rumeur était bel et bien fondée. Et en tant que caporal, j'étais loin de me douter qu'elle aurait pu me compliquer la vie. Grave erreur. Était-elle attirée par l'uniforme militaire ou encore n'avait-elle rien de mieux à faire? Quoi qu'il en soit, les jeunes filles du village commencèrent à bavarder avec la patrouille et, quelques heures plus tard, elles testaient le confort des sacs de couchage dans notre local. J'imaginais alors les ennuis que cela nous aurait causés si un officier avait surgi, sans prévenir, dans notre poste de garde. J'avais donc convenu avec la patrouille circulant à l'extérieur de l'édifice d'un code spécial, au cas où un officier se présenterait pour venir inspecter les lieux. Car un message radio ne pouvait rester entre nous. L'officier, lui aussi, avait une radio dans son véhicule et entendait toutes nos conversations. Avec un code bien à nous, il lui serait pratiquement impossible de deviner que nous avions un secret à cacher. Tout était pour le mieux. Mais à chaque fois que je recevais un message, je craignais toujours le pire. Je me souviendrai longtemps de ce samedi de novembre 1976. Alors que la sonnerie de mon poste de garde me faisait savoir que la patrouille avait quelque chose à me signaler, je m'empressais de répondre tout en ayant l'air décontracté. Patrouille de garde, de commandant de garde, compris, répondez. Durant notre conversation, ce que je redoutais le plus arriva. L'officier de garde pénétrait avec son véhicule dans l'enceinte de l'école. C'est un contrôle de liaison pour mentionner que tout... Et puis... 2 éternuements, c'était le code. Tout est en ordre, rien à signaler, répondez. Il me fallait faire vite. Patrouille de garde, de commandant de garde, compris, tout est en ordre, rien à signaler, terminé. Avec l'énergie du désespoir, je déclenchais l'alarme générale et prévenais mes hommes que l'officier de l'Apocalypse arrivait. Nous n'avions même pas 1 minute pour évacuer ces demoiselles. Je n'avais même pas fini ma phrase que déjà le véhicule du lieutenant bloquait l'entrée de l'école. Il ne restait plus qu'une solution, leur trouver un endroit sombre. Possibilité, au fond du corridor, sous les escaliers, en espérant que l'officier ne pousse pas la curiosité jusqu'à aller fouiller entièrement le bâtiment. Heureusement pour nous, son zèle n'alla pas jusque-là,
et cette épopée se termina sans suite fâcheuse. En définitive, le seul prix que nous eûmes à payer pour cette erreur de jeunesse fut le salaire de la peur. Mes soucis et mes appréhensions tiraient à leur fin. Il ne nous restait plus qu'un souper avant d'être relevés par le nouveau corps de garde. Mais me croire au bout de mes peines était encore une erreur. Comme le premier groupe que j'avais envoyé manger 3/4 d'heure auparavant n'était pas rentré du restaurant, je quittai mon poste de garde afin de contacter la patrouille. Je n'avais d'autre choix d'agir ainsi, car me servir de la radio aurait été une pure inconscience de ma part. Diffuser sur les ondes la mission que je voulais charger la patrouille. Fort heureusement, elle se trouvait dans les parages. « Dis donc, en passant au bistrot, allez voir ce que fout la première équipe. Non, de bleu, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'ils sont là-bas. On aimerait bien aller bouffer, nous aussi. » Quelques instants plus tard, ils vinrent me faire leur rapport. « Ouais, alors ils ont commandé des fondus. Alors il faut un petit moment pour les faire, mais ils seront bientôt là. » « Des fondus? Mais ils sont malades, ces mecs. Socket va bientôt rappliquer, et la moitié du corps de garde sera au bistrot en train de faire la nouba? Mais bordel, le souper de compagnie, c'est pas ce soir. Oh, ils cherchent les emmerdes, et c'est vrai. » Comme le restaurateur avait cédé aux caprices de ces deux irresponsables, tout le corps de garde ce soir-là, consentant ou non, fut contraint de manger notre plat national. Ainsi donc, 1/4 d'heure plus tard, vêtus de nos tenues d'assaut, en attirant sur nous l'attention des différents touristes qui occupaient les tables avoisinantes, je me trouvais en compagnie du deuxième groupe. Nous avions à peine commencé de manger qu'un major et 2 capitaines firent leur entrée pour s'asseoir à une table afin d'étancher leur soif. Heureusement pour nous, nous étions hors de leur portée visuelle et nous n'eûmes pas à justifier notre présence en ces lieux. Ce fut pour moi une délivrance quelques heures plus tard lorsque nous fûmes relevés. Cette fin de semaine prenait fin sans blâme ni dégâts. Nous étions chanceux, très chanceux. Le capitaine était satisfait et tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les grandes manœuvres. Le vendredi 12 novembre, nous prîmes nos machines pour nous rendre à l'aéroport militaire de Payerne, où les officiers des troupes héliportées devaient nous apprendre comment monter à bord des Alouettes 3, en évitant de nous faire décapiter par les pales de l'hélice. 5 à 10 minutes à peine après avoir décollé, notre commando était déposé en pleine campagne bernoise. À cet endroit, notre capitaine devait nous donner les instructions nécessaires pour participer à ces importants mouvements de troupes. Après quoi, nous marchâmes de longues heures dans la campagne en prenant position à de nombreuses reprises au bord des grands axes routiers afin de tendre des embuscades à l'ennemi. Après avoir passé la nuit dans les sous-sols d'une maison communale d'un petit village bernois, nous repartîmes à travers champs et forêts pour finalement être mis en contact direct avec une section de chars d'assaut AMX-13. Étaient-ce nos ennemis ou nos alliés? Aujourd'hui, cette question n'a toujours pas trouvé de réponse. Nous terminâmes la journée dans le voisinage d'une ferme isolée, sans même appuyer une seule fois sur la détente. À la suite de quoi, on devait nous annoncer que l'ennemi était détruit et l'exercice terminé. Amertume et déception. Avait-on gagné? Avait-on perdu? Je n'en ai jamais rien su. Vers la fin de la semaine, pour éviter le laisser-aller, le capitaine nous organisait une course de patrouille. Le départ fut donné à 14 heures et cette épreuve allait durer jusqu'à 1 heure le lendemain matin. Cette course était combinée en 7 points différents. Premier point, la course à machine. Pour nous indiquer la route à suivre, nous avions en notre possession une carte de géographie
ainsi qu'un code qui nous permettait, une fois déchiffré, de nous rendre au point suivant. En somme, rien de bien différent de ce que j'avais fait lors de mon école de sous-officier. Tout au long du parcours, nous dûmes donner notre meilleur afin de performer dans les différents exercices. Deuxième point, tir au fusil d'assaut. Troisième point, aptitude au lancer de la grenade à main. Ce genre d'exercice dura jusqu'à 17 heures. Arrivé à mi-parcours de cette course, nous avions déjà 114 points d'avance sur les seconds. De retour à Don Didier, nous déposâmes nos machines et, à l'aide de bouchons de liège passés sur la flamme, nous nous noircîmes le visage pour ne faire qu'un avec la nuit qui était tombée sur la région. Quatrième point, la course à pied. Si je fus le plus à l'aise durant la course à machine, je fus par contre celui qui devait le plus souffrir dans cette course à pied. Ma musculature de cycliste subissait la torture. J'avais l'impression que la fibre musculaire de mes jambes se déchirait comme si on m'écrasait les muscles à grands coups de bâton. Cependant, ma fierté m'interdisait de me faire distancer par mes hommes, dont 2 d'entre eux faisaient régulièrement de la course à pied et des courses d'orientation en compétition. Heureusement pour moi, je pouvais toujours me stimuler moralement en encourageant le 3e, qui lui ne pratiquait aucun sport et de ce fait avait énormément de difficultés à suivre. Après 1 heure de marche intensive, nous arrivions à notre premier test de la soirée. Le 5e point, alarme atomique et alarme à gaz. Un questionnaire général sur les dispositions à prendre en cas de situation d'urgence. Ensuite, nous reprîmes les sentiers forestiers, avec plus d'une fois la vague impression que l'on s'était égaré. Lorsque nous trouvions une ferme isolée, on s'empressait d'aller demander quel chemin prendre pour nous rendre à Don Didier. Avec cet indice, nous étions à même d'estimer si nous étions bel et bien dans la bonne direction. Après de longues recherches, nous parvenions enfin à retrouver les premières patrouilles qui tentaient, sans grand succès, d'allumer des feux de camp avec le bois humide de la forêt. Nous étions arrivés à notre 6e point, le test de subsistance. Il consistait à faire cuire, dans nos gamelles, de la soupe et des pâtes. Pour apprécier et juger nos compétences culinaires, les cuisiniers de la compagnie étaient présents et chargés de mettre des notes aux plats que nous leur apportions. Bien entendu, le temps n'était pas neutralisé et cet exercice faisait partie de la course. Sitôt que nous fûmes conscients du travail à accomplir, je chargeai un homme de préparer le foyer, un autre de remplir les gamelles d'eau. Quant au dernier, il m'accompagnait à la recherche de bois nécessaires pour alimenter le feu. La pluie étant tombée sur la forêt quelques jours auparavant, les feux avaient énormément de difficultés à démarrer. Alors que je cherchais des branches mortes dans un endroit où visiblement les bûcherons venaient d'abattre des arbres, une chance inespérée s'offrit à moi. En faisant le tour d'un jeune sapin, lampe de poche à la main, je heurtai du pied un récipient en métal. En me penchant pour voir ce qu'il contenait, je m'aperçus que c'était de l'huile de vidange, sans doute extraite des tronçonneuses utilisées par les bûcherons. Je me souviens alors que lorsque j'étais à la campagne, à Polyépité, le patron se servait très souvent de l'huile usée du tracteur pour allumer des feux en forêt. Car après avoir abattu des arbres pour notre usage domestique, il brûlait les branches sur place pour maintenir propre sa forêt. Sans plus attendre, je m'empressais de rejoindre les copains qui tentaient de faire démarrer le feu. « Attendez voir, j'ai peut-être la solution. » Comme je m'apprêtais à verser de l'huile sur le feu, ils eurent une vive réaction. « Eh oh, tu fous quoi là? Ça va pas la tête? » Je pense que c'est l'huile de vidange des tronçonneuses que les bûcherons ont utilisée. Si c'est ça, c'est plus un feu de camp qu'on va avoir, mais un volcan en éruption. Je versai lentement l'épais liquide sur le peu de flamme qu'il y avait
et l'effet espéré se produisit. En quelques secondes, notre feu éclairait tout le secteur, ce qui nous permit de faire bouillir l'eau de nos gamelles en un minimum de temps. Lorsque les autres patrouilles vinrent nous demander si elles pouvaient elles aussi bénéficier de notre liquide activant, je leur répondis sportivement « On va tout d'abord terminer notre souper. Ensuite, au moment de notre départ, on va passer le bidon au deuxième groupe de la section mitre. Et après, je pense bien que s'il en reste, le caporal Thierry vous le refilera. » Ils répliquèrent en esquivant un sourire quelque peu déçu. « T'es un beau fumier, t'école. » « Non, pas un beau fumier, on veut surtout gagner. » Alors évidemment, ça nécessite de la débrouillardise et surtout, ne pas faire de cadeaux. Mana